Et quand au contraire, on commence à se dire, je vais pas bien, je suis pas en contrôle de la situation, j'ai l'impression que j'ai raté ma vie, je sais plus ce que je veux, je sais plus qui je suis. C'est contrairement à ce qu'on pense, c'est un endroit qui est très intéressant. Parce que généralement, c'est là qu'on va rebondir quelque part d'encore plus intéressant pour soi, pour son propre chemin. Et parfois très effrayant. Chers amis, bonjour, bienvenue, merci de votre fidélité. Nouvelle rencontre ici au cœur de Montréal avec tous ces accompagnants de vie, thérapeutes, coachs qui se succèdent sur les canapés. Toujours un plaisir d'abord de les recevoir, d'écouter cette petite pointe d'accent chantante de nos cousins, quoique celle qui est installée sur les canapés n'a pas vraiment cet accent très prononcé et vous allez comprendre notamment au travers de son histoire que son lien à la France est évidemment très étroit. Elle s'appelle Eva Kamer, installée sur les canapés. Bonjour Eva. Bonjour, enchantée. Merci d'être là. Merci de m'avoir invitée. Thérapeute, relation d'aide, hypnose, on va parler de tout cela, votre parcours de vie. Et ce qui est assez étonnant, alors je disais que vous aviez un lien très étroit avec la France. Oui, absolument. Parce qu'une partie de vos parents sont français. Exactement. Et françaises. C'est ça, voilà. C'est ça, exactement. Donc vous connaissez bien notre hexagone, mais vous êtes né au Canada, à Montréal, vous avez fait toute votre vie ici. Oui. Et est-ce que vous avez eu un moment envie de choisir ou pas? Non, pas encore. Non? Peut-être un jour, je vais avoir envie, mais pour l'instant... C'est ici que tout se passe. C'est ici que tout se passe, ouais. La famille et tout. Donc, c'est essentiel, évidemment. On va parler donc de votre parcours de vie. D'abord, la première chose, quand on prépare les émissions, on a ce qu'on appelle une fiche de production, donc on sait quelles sont les grandes étapes de votre vie. Et vous dites que vous venez d'un univers qui est basé d'abord sur la science. Donc science égale très cartésien, égale très carré, très protocolaire, très tout cela. Donc quand on a une dimension, j'allais dire, un petit peu plus intuitive, plus, voire spirituelle, parfois l'aspect scientifique est plus difficile à aborder, non? Oui, absolument. Même moi, il a fallu que je fasse une coupure entre les deux, en fait. J'arrivais pas à faire cohabiter les deux dans mon parcours. Donc voilà, un jour, j'ai quitté mon travail et je me suis lancée à 200% sur ce nouveau chemin. Et ça n'a pas été facile. Et c'est drôle parce que si vous m'aviez dit il y a 8 ans que je serais en train de faire ce que je fais aujourd'hui, je ne vous aurais jamais cru. C'est vrai? Jamais cru, non. Quel justement, lorsqu'on parle de spiritualité, quand on parle d'hypnose, quand on parle de thérapie, quelle place ça avait il y a 10 ans? Aucune? Aucune. Rien de rien? Non. Même aucune. Pas une lecture, même pas des émissions, des vidéos, des choses comme ça. Rien ne vous intéressait à ce sujet? Mais je vais vous dire, c'est pire que ça, c'est que j'avais du jugement là-dessus. En fait, j'avais un masque qui était vraiment j'avais une bonne carapace. Et même à la limite, les gens qui faisaient du développement personnel, pour moi, c'était des gens un peu perdus, qui savaient pas ce qu'ils voulaient dans la vie. Et moi, je savais, et moi, j'avais les réponses, et moi, j'étais en contrôle. Et donc, ça a été vraiment une bascule énorme, quoi. Je veux dire, entre le avant et le après. Ouais. C'est votre corps qui, à un moment donné, dit stop. Oui, exactement. C'est sûr que avant de quitter mon travail, j'ai commencé à lire des livres, j'ai commencé à m'intéresser parce que je trouvais que j'allais pas bien, je trouvais que il manquait des choses dans ma vie, il n'y avait pas de sens à mon existence. Et en fait, oui, c'est mon corps qui m'a parlé, c'est que j'ai commencé à faire des labyrinthites à n'en plus finir. Alors, qu'est-ce que c'est ça, les labyrinthites? C'est quand on est étourdi, hein, je rentre pas dans les détails, mais en fait, c'est qu'on perd l'équilibre. Et en fait, ce que ça faisait, c'est que je pouvais pas bouger de mon lit parce que dès que je me levais, j'étais complètement étourdie. Des vertiges? Des vertiges, exactement, des nausées. Alors, c'est intéressant parce que on se sent perdu, on n'a plus de repères puisque c'est l'équilibre à l'intérieur de l'oreille qui... de l'oreille interne? C'est ça qui est enflammé, qui ne répond plus comme il faut. Et donc, du coup, j'avais perdu mes repères, mais c'est sûr que c'est une image qui parle beaucoup, hein, parce que je me levais le matin et puis il fallait que je me tienne sur les murs pour avancer. Et j'avais du mal, quoi, à trouver ma direction. Et c'est exactement ce que je vivais à ce moment-là. Alors, mais labyrinthite, comme vous dites, c'est une vraie maladie, ça? Oui, c'est une infection. C'est un dérèglement de quelque chose? C'est ça, c'est dans l'oreille interne, en fait, ça fonctionne exactement. D'accord. Et alors, moi, je suis toujours fasciné par les gens qui, un matin, se réveillent et effectivement, le corps dit stop. De me dire, mais
vous n'avez pas eu les prémices de ça? Vous n'avez pas ressenti une sorte de ras-le-bol, de lassitude, de fatigue, On a tout le temps l'impression que la porte ou le mur arrive d'un coup un matin à 8 heures, mais que la veille au soir à 22 heures, on voit rien venir. Ouais. Et c'est vrai ce que vous dites, c'est-à-dire que je pense que j'étais assez dure avec moi-même, je ne m'écoutais pas, je n'écoutais pas les signes en fait, parce que c'est vrai qu'en y pensant bien, on est fatigué, on est démotivé, il y a des signes, hein, c'est sûr. J'avais beaucoup de rhume, je me souviens, je chopais tout ce qui arrivait. Le jour où j'ai arrêté, j'ai plus de rhume, j'ai plus de grippe, ça a été fini, quoi. J'étais surprise de voir à quel point j'avais une bonne santé. Mais j'écoutais pas les signes je savais pas, en fait, j'en avais aucune idée. Il a fallu que et même quand j'ai quitté mon emploi, je dois vous avouer que je ne savais même pas que je deviendrais hypnothérapeute. J'ai pris le pont, je l'ai brûlé, il y avait plus de retour en arrière possible. Ça a été radical. Vous travaillez dans la communication? Oui. Dans la première partie de vie, on va dire. Ouais. Hein, il y a cette période charnière où effectivement votre corps vous fait comprendre que ça n'est plus possible. Oui. Sauf que est-ce que vous comprenez physiquement que ça n'est plus possible, mais est-ce que vous faites le lien tout de suite avec ce métier qui vous a brûlé de l'intérieur à un moment donné? Est-ce que vous avez compris que c'était ça qui n'allait pas et que vous deviez changer de mode de vie? Est-ce que vous auriez pu dire, tiens, j'ai chopé un truc, ou il fait tellement froid à Montréal, que, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Comment vous comprenez que c'est votre corps qui vous fait signe? En fait, c'est que je commence à me poser des questions. Je commence à me poser des questions sur un peu comme si je fais, comment on appelle ça, une crise existentielle, où je me dis ça peut pas être ça la vie. Oui, j'aime mon métier, oui, c'est des beaux défis, mais pourquoi je suis venue sur Terre? Quel est le sens de oui, ma mais vie, alors quoi. une question mes enfants sont grands, ils sont plus là, je travaille, mais j'ai l'impression que je me sens vide en fait. Et je me dis ça peut pas être ça. Et je me dis, je me sentais coincée dans un carré de sable, dans un truc enfermant. Et je me dis, ça peut pas être que ça la vie en fait. J'avais envie de partir en voyage, ce que j'ai fait. J'avais envie de découvrir, de me découvrir. Donc ça a été une explosion une fois que j'ai quitté mon travail effectivement. Mais je suis partie avec des questions sans réponse, en ne sachant pas quelle était ma mission, quel était le sens de ma vie. Et ce que j'allais faire après, j'en avais aucune idée en fait. La seule certitude que vous aviez, c'est que vous ne pouviez plus continuer comme ça. Exactement. Ouais, exactement. Donc là, c'est quand même abyssal. C'est-à-dire que le gouffre, il est quand même, vous êtes dans le vide, là, pour le coup. Ouais. Et lorsqu'on sait que le développement personnel ou la spiritualité n'a aucune résonance pour vous, vous vous retrouvez avec la nécessité de changer de job, vous ne savez pas comment, le développement personnel, la spiritualité ne vous appellent pas. Mais si, ça commence à m'appeler. Ça commence un peu quand même? Oui, quand même. Oui. Okay. Oui. Parce que là, je me disais, wow, qu'est-ce qui vous reste, quoi? Qu'est-ce qui vous reste? Vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est vrai que j'ai commencé à suivre des ateliers. En fait, la porte d'entrée, ça a été la respiration consciente. Je suis allée chercher des formations là-dedans et aussi en méditation pleine conscience. Okay. Je suis allée me former là-dedans, mais c'était soft quand même. On arrive à cohabiter, mais c'est entre le travail, la rationalité, la méditation, parce qu'évidemment, je m'étais bien renseignée, c'est très appuyé scientifiquement, les bienfaits de la méditation. Donc j'étais c'est prouvé scientifiquement. Donc ça rassure. Oui, c'est ça, exactement. Donc ça a été ma porte d'entrée, si vous voulez. Mais ce que ça fait quand on se met à l'écoute en pleine conscience, c'est qu'on commence à écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi. Oui. Et là, on se dit, en fait, je sais pas vraiment qui je suis. En fait, oui, on le sait toujours. Mais je suis pas connectée à moi. Je suis pas en dialogue. Je suis pas en amitié avec moi-même. Je me suis contrainte dans un personnage avec et c'est pas mal en soi, hein, parce que ça m'a fait réaliser plein de choses. J'ai une très belle carrière, etc. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose de plus. Et c'est aussi traverser son ombre, c'est aller dans des zones où et c'était prendre le risque, partir à l'aventure. Et ça,
ça me mettait en joie. Il y avait un côté de moi où le côté de prendre le risque comme ça, oui, la partie qui veut contrôler, qui est sécuritaire, etc., qui veut la sécurité financière, elle n'était pas du tout d'accord. Donc je me réveillais la nuit en me disant mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais je suis complètement folle, je suis tarée, mais je vais me casser la gueule comme pas possible. Mais il y avait une autre partie qui me poussait à le faire. Comme ça me mettait en joie. Je me sentais fébrile quand je me mettais en contact avec ça. Ça a été une lutte à l'intérieur quand même pendant. Cette errance, justement, elle a duré combien de temps? Oh, ça a duré un bon 3 ans. Ouais, c'est long. Oui, c'est long. Mais en fait, je dis 3 ans. C'est-à-dire que j'ai suivi beaucoup de formations parce que j'adore ça et c'est presque un problème chez moi. Mais je me suis beaucoup formée. Et à travers ces formations, mais en fait, cette errance, c'était que je ne savais pas quel métier j'allais faire, comment j'allais gagner ma vie. Je m'étais organisée pour avoir un genre de sabbatique, si vous voulez, que pendant une période de ma vie, je pouvais me permettre de me découvrir, de me chercher, ce que je souhaite à tout le monde, parce que c'est extraordinaire de pouvoir le faire. Mais comment j'allais gagner ma vie? Ça, c'était, j'avais pas la réponse. Et ça, il y avait des parties de moi qui n'étaient pas d'accord avec ce plan qui n'était pas un plan, en fait. Alors, vous parlez de vous, votre entourage également, qui doivent être particulièrement impactés par et votre état d'esprit, et votre souffrance corporelle, et le moral qui n'est peut-être pas nécessairement là, et ce besoin de changement, de transition, de prendre un virage à 360. Oui. C'est difficile aussi pour l'entourage. Il y a plein de gens qui vivent ce genre de situation-là. Oui, exactement. Et je dois vous dire que, à ma grande surprise, ça m'a pris du temps pour commencer à le nommer, pour commencer à oser dire ça va pas, il faut que ça change. Mais j'ai eu la chance, et ça je ne m'y attendais pas du tout, j'ai été très accueillie dans ça. Vraiment, je pense que j'avais autour de moi des gens quand même qui me faisaient confiance et qui disaient bon, c'est une crise. Ça va puis passer. elle va revenir sur le droit chemin. Donc ça allait. J'étais quand même bien organisée comme personne, etc. Donc ils avaient quand même confiance dans. Je parle de mon mari, je parle de. Mais j'ai quand même été surprise de voir qu'en fait les gens proches de moi, les amis proches, m'ont accueilli complètement là-dedans. Un peu comme si le message que je recevais, bah oui, ça m'étonne pas en fait. Vous voyez, c'est surprenant, hein. Alors que j'étais persuadée que j'avais des argumentaires pas possibles, je m'étais préparée au pire, etc. Puis en fait, non, c'était le conflit, il était à l'intérieur de moi, surtout. Hein. C'était mes propres jugements sur moi-même. On se rend bien compte qu'une famille aimante, un entourage avec beaucoup de compassion, avec beaucoup d'attention, voire de soutien, c'est quand même extraordinairement essentiel. Ça fait une grande différence. C'est sûr. Ça fait une grande différence, oui, tout à fait. Donc ça, j'ai énormément de gratitude dans ma vie. Et j'ai été surprise, hein, je dois dire que j'ai été surprise parce que je pensais vraiment que il y aurait beaucoup plus de résistance, il y aurait beaucoup plus de jugement. Mais non, ça a été quand même bien accueilli. Quand vous êtes du côté de votre côté, là, quand vous avez en face de vous une famille qui répond et qui est là et qui vous soutient, qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil aux familles qui, elles, se retrouvent face à quelqu'un qui a envie de changer de vie comme ça, qui est peut-être dans le jugement, dans l'incompréhension, qui peut-être dit à cette personne qui a envie de devenir thérapeute et donc de changer de vie, mais t'es complètement folle, enfin tu te rends pas compte, t'as tout pour être bien, qu'est-ce qui t'arrive, tu fais ta petite crise, ton petit burn-out, etc., etc. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces familles-là? Quelle attitude ces familles doivent avoir? C'est sûr que c'est de l'empathie, c'est de l'écoute, d'écouter ce que la personne elle dit, parce que probablement que cette personne-là elle ne s'écoutait pas. Hein. Quand on arrive à cette étape-là où on brise tout, on quitte tout, c'est qu'il y a une partie qui ne s'est pas écoutée, qui a pas été douce avec elle-même. Donc c'est de se mettre à l'écoute de l'autre, ce qui n'est pas facile, parce que quand on est en réaction par rapport à quelqu'un qui va tout quitter, ça nous confronte nous-mêmes à notre propre mode de vie, en fait. Bien sûr. Donc c'est de revenir vers soi et de dire, quand je vois l'autre faire ça, ça résonne quoi chez moi? En fait, j'ai peur de quoi? Je la juge de quoi? Je la juge d'être irresponsable. Est-ce que moi je suis responsable vis-à-vis moi-même avec mes propres choix de vie? Ouais, mais bon, c'est facile à dire, hein, mais et c'est difficile à faire, mais c'est un processus qui
qui est intéressant. Qui est intéressant, qui est indispensable porteur, et qui est quand même indispensable. Oui, qui est Alors, porteur, on va voir aussi, Eva, je me demande si et c'est pour ça qu'on retrace toujours les parcours de vie, mais ce que vous avez vécu là, j'ai le sentiment quand même que ça vous donne une vraie valeur ajoutée dans vos accompagnements, parce que vous devez être confronté à des gens qui ont ce besoin de changer de vie, qui ne savent pas nécessairement comment, qui ne savent pas l'annoncer à l'entourage ou à la famille. Oui. Vous savez aujourd'hui ce que c'est que ça. Oui, absolument. Et c'est sûr que je pense que les expériences de ce qu'on apprend dans notre vie, on devient un très bon enseignant pour les autres. Donc, ce travail que j'ai dû faire de revenir vers moi, d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de moi, c'est sûr que cette écoute et cette bienveillance, c'est sûr que elle est là pour mes clients. Et c'est un grand plaisir pour moi et je suis toujours pleine de gratitude et très émue parce que je trouve que c'est le moment, quand on est dans cette vulnérabilité, c'est le moment où l'humain est le plus beau en fait. Quand on fait semblant, quand on ment aux autres, on se ment à soi-même, on n'est pas beau, hein. On n'est pas dans la joie, on n'est pas dans rayonner, on n'est pas dans manifester son plein potentiel. Et quand au contraire, on commence à se dire, je vais pas bien, je suis pas en contrôle de la situation, j'ai l'impression que j'ai raté ma vie, je sais plus ce que je veux, je sais plus qui je suis. C'est contrairement à ce qu'on pense, c'est un endroit qui est très intéressant parce que généralement c'est là qu'on va rebondir quelque part d'encore plus intéressant pour soi, pour son propre chemin. Et parfois très effrayant. Mais c'est très effrayant, exactement. Oui, tout à fait. C'est très effrayant. Et justement, par rapport à votre clientèle, beaucoup de gens vous consultent parce qu'ils sont dans ce désir de changement de vie ? Oui, entre autres choses, c'est sûr qu'on s'attire des clients qui vivent ou qui ont vécu, hein, il y a comme une résonance forcément. Donc oui, effectivement. Aussi, beaucoup des gens qui, par exemple, qui vivent des ruptures amoureuses. Ça fait partie aussi des crises dans une vie quand on vit ce genre de situation. Aussi, des gens qui ont l'impression de tourner en rond. Hein, cette sensation de j'arrive pas à me sortir de mon, comme je disais tout à l'heure, de mon terrain de jeu, et je sens qu'il y a quelque chose de plus grand, je sens que j'ai des ressources beaucoup plus grandes, mais j'arrive pas à y aller, je manque de confiance en moi, je manque d'estime de moi, je manque de vision. Donc ça c'est aussi beaucoup dans le processus. Il y a aussi des gens, et ça c'est un cas de figure que je trouve assez étonnant parce que je l'ai entendu plusieurs fois, il y a des gens qui se complaisent dans cette vie qui ne leur correspond pas. Parce que c'est plus facile d'être dans cette victimisation qui rassure, plutôt que d'oser sortir de cette fameuse zone de confort pour aller vers l'inconnu et donc quelque chose qui est d'autant plus effrayant. Donc il y a des gens qui se confortent aussi. Vous êtes d'accord avec ça, dans le fait d'être malheureux quelque part? Oui, c'est sûr que j'aime pas trop dire qu'ils se confortent, dans le sens que je pense qu'il y a un attachement. C'est comme une espèce d'attachement, c'est-à-dire c'est presque comme des chemins neuronaux où on tourne. Et effectivement, en fait, c'est quand on se met dans la position de la victime. Exact. Voilà. Donc et ça c'est vrai que c'est difficile de se sortir de ce schéma-là. C'est extrêmement difficile. Moi-même, j'ai été dans ce schéma-là. J'ai pu l'observer chez moi. Ce côté où, si j'ai des problèmes, c'est la faute de l'autre. Si ça se passe pas bien, c'est parce que ceci, parce que mon enfance, parce que le contexte, parce que toutes sortes de raisons. Et jamais ce retour vers soi. Parce qu'il est douloureux, ce retour vers soi. Il est extrêmement douloureux. Mais il y a même autre chose. C'est-à-dire que ce sentiment de victimisation, où parfois, effectivement, les gens préfèrent rester dans ce sentiment-là, parce qu'ils attirent l'attention. Parce qu'on s'occupe d'eux. Et le fait d'aller mieux, ils se disent souvent, mon Dieu, mais qui va s'occuper de moi? Qui va me regarder? Oui, c'est un très bon Vais-je point. être encore le centre d'intérêt de mon cercle? C'est ça. En fait, c'est un mécanisme de protection, de défense, peu importe. C'est un mécanisme où, effectivement, quand je suis victime, je reçois de l'attention, pauvre de moi. Exact. Voilà. Donc, c'est un mécanisme que, dans mon approche, j'amène les gens à ne pas le juger, mais à l'accueillir. Parce que si on a fait ça, c'est qu'il y avait un bénéfice. Et le bénéfice, vous l'avez nommé, c'est que pendant que je suis en train de me plaindre de ma vie, j'ai de l'attention des autres.
Et le jour où je sors de mais ce n'est pas satisfaisant à long terme, parce que ça ne me permet pas, quand je suis dans ce schéma-là de victime, pendant ce temps où je suis en train d'attirer l'attention des autres, je ne suis pas en train de m'occuper de mes véritables besoins. Et bien sûr. Je suis pas en train de me responsabiliser par rapport à ma vie. Je suis pas en train de découvrir mon plein potentiel. Je suis pas en train de faire face à qui je suis réellement. Donc, à un moment donné, on se rend compte que ce schéma-là, il ne nous aide pas en fait. Ouais. Et c'est là qu'on veut en sortir. C'est là qu'on veut sortir de ce. Et ça, c'est pas facile. Ouais, et in fine, il est destructeur. Exactement. Tout à fait. Tout à fait. Oui. À quel moment vous acceptez le terme de thérapeute? Parce qu'on a bien vu qu'effectivement, vous avez cette prise de conscience, que ça ne va pas, vous commencez à lire, vous commencez à vous former, ça va durer pendant effectivement 3 ans, pour se dire « je suis thérapeute ». Oui, bah c'est sûr que j'ai suivi une formation en me disant bon, c'est une formation thérapeute en relation d'aide et je me suis dit bon, je vais la faire pour moi. Et c'est en fait quand j'ai commencé à faire les pratiques, j'ai commencé à avoir j'étais très chanceuse, j'ai commencé très tôt à avoir des clients. Et là, je me suis dit, bah là, faut que t'arrêtes. Hein. Ça y est, tu es thérapeute. Et puis tu l'assumes. Ça allait de le communiquer, de dire bon, je suis thérapeute. J'avais du mal à dire. C'est vrai, même le mot, vous aviez du mal. C'était même chose pour hypnothérapeute. Je me disais, oh, c'est comme. Puis à un moment donné, j'ai fait stop. Ça suffit. C'est ce que je fais. Je ne fais rien d'autre dans ma vie que de faire ça. Là, il faut arrêter quoi. Mais j'avais la capacité de le faire. Donc, mais c'est sûr qu'on a le syndrome de l'imposteur, tout y passe. C'est ça, exactement. Et puis se dire, bon, ça fait quand même un moment quand même que je roule ma bosse, et puis j'ai des compétences, et puis je suis une personne solide, et puis, tu sais, il faut aussi se raconter une histoire qui est aussi le reflet de ce que je fais dans ma vie de tous les jours, quoi. Donc ça, à un moment donné, ça s'est placé. Ça s'est placé. Qu'est-ce que ça veut dire, thérapeute en relation d'aide? C'est pas un terme qu'on connaît beaucoup en France. Thérapeute en relation d'aide, c'est coach? Je pense que l'équivalent, ça serait coach, effectivement, parce que l'objectif, c'est, en fait, le travail, c'est on établit avec le client son objectif. Et on l'aide à atteindre son objectif, par exemple que ça soit la confiance en soi, par exemple un client qui dit moi j'ai de la dépendance, de ceci, de cela. On établit les objectifs de la personne et on travaille avec elle. C'est en fait, je pense qu'au Québec, c'est un terme qui est utilisé pour l'opposer à psychologue, parce qu'on n'a pas les mêmes normes que vous. Donc psychologue, ça veut dire on fait partie de l'ordre des psychologues, on a suivi un autre corpus. Donc là, quand on est thérapeute en relation d'aide, on va travailler sur des problématiques avec des personnes qui n'ont pas de problème de dépression, de bipolarité, vous voyez, qui ont des je vais pas dire des maladies mentales, mais qui ont des choses dans le DMS, vous voyez. Donc on va travailler avec des gens qui sont, on va dire, autonomes quand même là. Ça, il n'y a pas de pathologie lourde. Exactement, Ouais, voilà, c'est ça, c'est la différence. Donc, mais c'est reconnu officiellement, thérapeute en relation d'aide, ici au Canada? Au Canada, je sais pas, mais au Québec, il y a des écoles qui donnent le titre, voilà, de thérapeute, relation d'aide, qui sont spécialisées là-dedans. Et c'est vraiment un corpus qui est différent de celui de psychologue. Et on est beaucoup plus dans du développement personnel, on est beaucoup plus dans la connaissance de soi, on est beaucoup plus dans comment dire, c'est ça, de l'enseignement. On n'est pas juste à écouter, on est beaucoup aussi, on dialogue avec la personne, on passe de l'enseignement. Vous voyez, donc ça c'est intéressant parce qu'il y a on donne des outils aussi. On parle de c'est quoi les émotions, vous voyez toutes ces choses-là. Il y a beaucoup d'enseignements qui est transmis. Donc ce que ça permet, c'est que la personne, lorsqu'elle a terminé, quand on arrive à la fin du processus qu'on a établi, elle est autonome. Elle a des outils. Ça ne veut pas dire qu'elle va pas replonger, mais elle sait que si elle vit telle situation, elle a des outils, des stratégies pour travailler sur elle. Un exemple, est-ce que vous avez d'un avant-après, de quelqu'un que vous avez accompagné et où vous avez ressenti véritablement la transformation, l'évolution? Oui, vraiment. Des gens qui arrivent avec un masque et qui repartent avec un sourire, enfin quelque chose qui fait que dans leur vie, tout a changé, quoi.
Ben, le travail n'est jamais fini parce Évidemment. que c'est pas le but, Mmh. mais c'est des gens qui vont repartir avec des outils et qui vont être capables de se... D'abord, c'est développer l'auto-observation. Hein. Quand on fait ce travail de relationnel, c'est d'apprendre à se connaître, donc de voir nos mécanismes, De euh, s'écouter. s'écouter, voir par exemple, je sais pas, quelqu'un qui a de la colère mais qui n'arrive pas du tout à l'exprimer, qui explose, ben, c'est commencer à travailler comment elle juge elle-même la colère. Donc, ça peut être quelqu'un qui se contrôle beaucoup, par exemple, quelqu'un qui est très perfectionniste. C'est souffrant d'être perfectionniste. Moi, Ça peut. je l'étais, c'est de vouloir tout contrôler. Donc, de commencer à voir pourquoi j'ai tant besoin de contrôler, pourquoi est-ce que j'ai tant besoin d'être si parfaite alors que c'est techniquement impossible d'être parfait en tant qu'humain. Et c'est commencer à avoir ce petit sourire de quand on commence à s'observer, de dire ah ouais, je l'ai fait là, je l'ai fait. Alors c'est revenir à soi, de quoi j'ai besoin dans ce moment-là, de quoi j'ai peur. C'est beaucoup la question, c'est de quoi j'ai peur, parce que si je veux tellement pas me mettre en colère, ou si je veux tellement contrôler, ou si je veux être tellement parfaite, ou si je veux tellement éviter de la confrontation, c'est qu'en arrière il y a des peurs, et c'est ça qu'on va travailler. Quel exemple, donc, vous en avez un en tête d'un Bon, exemple? plusieurs, hein, comme ça, Ouais. que je vous ai nommés. Est-ce que j'ai des exemples concrets? Quelqu'un qui arrive avec une problématique spécifique et qui vous en fait part, et ce travail fait qu'il y a Ça peut être des une... problématiques de couple. Je trouve toujours Souvent, ouais. ça. C'est Je souvent trouve le ça. couple, hein, qui revient Oui, chez vous, ben c'est parce apparemment. que c'est un. Oui, c'est pas toujours c'est pas toujours le couple, mais c'est que ce que je trouve intéressant dans le couple, c'est que la personne avec qui on vit sa vie, c'est parfait pour venir nous nous Oui, renvoyer, oui, ça challenge un peu. c'est ça, nous challenger. Mm. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la personne, elle va arriver et puis elle va dire bon, ça va pas du tout, il y a pas de communication, il y a pas de connexion avec mon conjoint, Ouais. par exemple. Et tout le travail, ça va être de voir, en fait, la connexion, le manque de communication, le manque d'empathie que je sens chez mon conjoint. En fait, c'est dans mon rapport à moi-même. Est-ce que moi, est-ce que moi, je suis connectée réellement avec moi? Est-ce que moi, j'ai de l'empathie pour moi? C'est ça qu'on revient vers soi. Sauf que là, le travail, on a le sentiment, pardon, mais le travail, Oui. on a le sentiment qu'il ne se fait que d'un côté, que de Oui, je celui comprends ce que vous voulez dire. qui vous consulte, Ouais, ouais. et pas nécessairement vers l'autre. C'est la question qu'on peut se poser. Oui, mais en fait, c'est commencer par revenir vers soi, dans la relation à soi, et ce n'est pas de nier nos besoins relationnels. Mais vous voyez que si je suis en train de dire à l'autre, tu m'écoutes jamais, tu veux jamais rien faire, tu veux jamais partir en voyage avec moi, etc., etc., je suis en train d'accuser l'autre. Hein, je suis en train de... Donc l'autre est dans une position complètement défensive, va se défendre de ça, parce que son ego est attaqué, bon, c'est normal, hein. Mais si je commence à travailler sur moi en me disant, en fait, ce que je reproche à l'autre, c'est peut-être quelque chose que je ne sais pas me donner à moi-même. Et comment est-ce que je peux commencer à me le donner à moi-même? Commencer par m'écouter, par dialoguer avec moi-même, avoir mes peurs. De quoi j'ai peur quand je vois que l'autre m'écoute pas? De quoi vous voyez, tout ce travail qu'on fait à l'intérieur de soi. Et quand ça commence à être placé, je peux revenir vers l'autre et lui dire, tu sais, j'ai un grand besoin, tu sais, dans mon besoin relationnel, de revenir vers l'autre, non pas en lui faisant des accusations, mais en lui partageant, en se montrant vulnérable. Voilà, quand ça se passe comme ça entre nous deux, ça me fait beaucoup de peine, ça me fait vivre X, Y, Z, je commence à parler de moi. Et là, vous voyez que la connexion avec moi, elle commence à se faire, et en parlant de moi, et l'autre est plus ouvert à m'écouter, puisque on peut pas, je me sens comme ceci ou je me sens comme on peut pas être contre. Et là, après, c'est plutôt que d'avoir des attentes envers l'autre, c'est-à-dire dire tu me parles jamais, c'est nul, et puis parce qu'en arrière mon attente c'est qu'on ait une super relation fusionnelle, qu'on n'arrête pas de se parler. En fait, c'est de prendre une entente avec l'autre. C'est est-ce que on peut se prendre des moments pour parler un peu. L'autre a toujours le droit de dire non, mais moi, j'aime bien l'exemple du voyage. Vous avez une femme qui adore voyager, son mari qui ne veut rien savoir des voyages. Alors, au lieu de l'accuser, peuvent essayer de prendre une entente. Ben, moi, je peux voyager, moi, toute seule, ou avec mes amis, ou dans mon réseau, ou on peut décider qu'on fait 1 ou 2 voyages par année. On s'entend là-dessus.
Hein, vous voyez, donc déjà là, il y a une entente. C'est moins accusateur que l'autre, parce que si je dis à l'autre, t'es nul, tu veux jamais voyager, C'est sûr. ça va pas lui C'est donner direct. envie de voyager. C'est sûr. Vous voyez, ou s'il C'est se sent sûr. obligé ou culpabilisé, le voyage va être insupportable. Ou en même temps, ils sont incompatibles. Ou absolument, exactement. Donc voyez ce que je peut-être veux que dire. c'est en travaillant C'est- sur moi, c'est la conclusion à laquelle je vais arriver. C'est possible aussi. Et Ils c'est sont juste pas faits pour exactement, être ensemble. Exactement. C'est possible. Mais du coup, je vais moins accuser l'autre. Je vais me Oui. dire, bon, ben, on n'est pas fait l'un pour l'autre. Et puis, toi, tu as besoin de rester au même endroit tout le temps. C'est correct, quoi. C'est pas contre moi, en fait, que tu agis comme ça. Donc, vous voyez que ça change la perspective de beaucoup. Mais souvent, très souvent, il y a une ouverture qui va... il y a une ouverture très souvent qui va se faire de la part de l'autre. Hein. Quand je change mon rapport à moi-même, ça résonne à l'extérieur. Oui, parce que ce rapport à soi-même change, le ton change, Oui. l'approche change, les mots changent, la vibration change. Exactement, exactement. Et donc, la réception en face Tout à fait. se fait différemment. Exactement, tout Donc, à c'est fait. moins abrupt. Ouais, ouais, tout à fait. C'est plus des hommes qui sont confrontés à ce genre de situation, donc des femmes qui viennent très souvent vous voir quand il s'agit de parler de couple. Eh bien, c'est la moitié. C'est équilibré. Moitié, oui, c'est Ok. moitié-moitié. Ok. Et j'ai essayé de voir si c'était plus au Québec qu'en France, mais c'est autant aussi, J'imagine, moitié-moitié j'imagine, en ouais. France. Ouais. Donc, autant d'hommes que de femmes. Et au niveau de l'âge aussi, autant des gens de mon âge et plus, mais beaucoup de jeunes aussi, hein, 25, 30 ans. Donc, c'est beaucoup plus varié que ce à quoi je m'attendais. Je pensais vraiment que je travaillerais avec des femmes dans la quarantaine, cinquantaine, mais non, pas du tout. La petite crise existentielle de Ouais, la quarantaine, voilà, le c'est virage ça. à prendre qui est un peu compliqué. Ouais. Quand vous avez des jeunes comme ça d'une vingtaine d'années, qu'est-ce Oui. que ça veut dire de notre société? Il y a 30 ans en arrière, on n'avait pas ce genre de situation. Enfin, je pense qu'il n'y avait pas ce genre de situation. Oui. Moi, je me vois pas à 20 piges aller consulter, avoir besoin éventuellement d'une thérapeute ou d'une coach. Oui. Pas vraiment, quoi. Est-ce que ça veut dire que quoi, notre société est malade, ou au contraire, on a la chance d'avoir des gens comme vous aujourd'hui et que du coup, on se gêne pas et on consulte plus facilement? Ben, je dirais que, et ça me réconcilie énormément avec l'humanité, avec l'espoir dans l'humain. C'est ce que j'observe, c'est que les jeunes aujourd'hui sont beaucoup plus conscients de ce qui, c'est-à-dire ils vont arriver, dire, je ne vais pas bien. Ouais. Je ne vais pas bien. Je trouve qu'avec ma conjointe, je suis dépendant affectif. Bon, on dit le mot à toutes les sauces, mais C'est vrai. vous voyez qu'il y a comme une espèce de... J'ai beaucoup d'attentes par rapport à elle. Il me semble que c'est pas normal. Ça me rend malheureux. J'ai l'impression que je m'occupe pas de moi, que vous voyez, donc moi, ce que j'entends, ou par exemple des jeunes qui ont fait des diplômes, des carrières, vous voyez, en droit, excellentes et tout, puis qui viennent me voir, qui disent mais je suis malheureuse comme pas possible. Je suis malheureuse. On dirait que j'en fais jamais assez, que ce sera jamais assez. Il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Et quand j'entends ça, moi je me dis mais là on a fait c'est une très bonne base là, parce que la personne elle veut comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'elle-même. Et j'ai l'impression que les jeunes sont peut-être plus outillés que par exemple ma génération pour comprendre que c'est pas normal d'être de mauvaise humeur, c'est pas normal de se sentir triste, c'est pas normal d'avoir des pensées récurrentes qui sont négatives, et ils veulent changer ça, ils veulent comprendre mais qu'est-ce qui se passe. Donc ça moi je trouve ça extraordinaire. Alors, vous savez, c'est tout le paradoxe, et c'est toujours très intéressant d'avoir votre point de vue là-dessus, parce que on entend plein de sons de cloche sur ça. Quand on dit c'est pas normal d'avoir ceci, c'est pas normal. Et puis vous avez des consoeurs ou des confrères à vous qui vont dire et c'est ok. Je suis parfaitement imparfait. Exactement. Et si je suis en colère, eh ben c'est normal. Ouais, et c'est pas un problème. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là où il y a parfois un discours qui s'oppose entre certains. Vous dites c'est normal, vous dites c'est pas normal, alors que d'autres vont dire mais c'est complètement normal. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire c'est pas moi qui dis que c'est pas normal, mais c'est le jeune qui se ressent comme ça, qui se dit voilà en fait je suis malheureux dans ce que je fais. Ouais. Donc qu'est-ce qui se passe en fait, donc qui veut le comprendre, ou un homme qui vit difficilement sa colère. Donc oui, c'est tout à fait normal d'être en colère. Mais ce qui est intéressant, le travail à faire avec lui, par exemple, si on parle de la colère, c'est de se dire
c'est quoi le jugement que tu as sur la colère? Comment est-ce que tu as appris à la gérer? Qu'est-ce que tu as vécu par rapport à la colère? Vous voyez? Et puis souvent, c'est qu'il va y avoir une partie de soi qui va dire « Ah non, se mettre en colère, c'est hyper mal parce que c'est ce qu'il a appris toute sa vie, donc il va y avoir un gros jugement. » Alors que la colère en soi, enfin, je vous parle pas de tout casser, faire l'incroyable Hulk, là, c'est pas ça. Mais je veux dire de sentir sa colère, de se connecter à sa colère et d'apprendre à la gérer. Ça, c'est hyper sain, quoi. C'est normal de sentir de la colère. Et c'est comme les thérapeutes qui vous disent, effectivement, la colère est saine. Oui. C'est une bonne énergie, la colère. Oui, absolument. C'est une bonne énergie. Oui. Vous savez que quand on m'a dit ça un jour, c'est une bonne... Parce que j'ai un problème avec la colère. Ah, vous voyez, voilà, très souvent, très longtemps, je me suis levé avec la colère, couché avec la colère, et réagir en colère, en permanence, en surréaction de quelque chose qui est bénin, et c'est pas la peine d'en faire une montagne, etc., etc. Donc je me suis beaucoup posé la question sur la colère, jusqu'au jour où on m'a dit, mais il est où le problème? La colère est une énergie forte, puissante, créatrice. Oui. Et il faut la prendre sous cet angle-là. Oui, exactement, exactement. Et c'est un peu tabou, hein, aussi. Ah, mais c'est sûr. C'est montrer on a le sentiment parfois que c'est montrer une phase de sa vulnérabilité. Exactement. Se dire, t'es un colérique, t'es coléreux, t'es ceci, t'es cela, donc c'est très péjoratif. Dans c'est ça, c'est ça. Donc l'idée, c'est vraiment de rentrer en amitié, on va dire, avec sa colère, d'aller lui parler à sa colère, de comprendre, parce que c'est un message extrêmement important qu'elle nous passe, la colère. Hein. C'est qu'il y a des peurs, il y a des limites, il y a du respect, il y a des choses qui sont pas, on sent pas respectées, on sent que nos limites sont dépassées. Ça nous dit beaucoup de choses, hein, la colère. Donc de l'écouter. Qu'est-ce que ça veut me dire en arrière? On sait que tout bon thérapeute commence par faire un travail sur soi. Quel a été pour vous, moi c'était la colère, quel a été pour vous le travail le plus intense à faire pour comprendre certaines choses de votre existence et de cet ex-mal-être? Oui, Marc, je vais te dire, ça a été la colère pour moi aussi. Ah, c'est la colère aussi. La colère aussi. Parce que je suis quelqu'un qui n'a pas écouté sa colère, qui ne la comprenait pas. Et quand j'ai commencé à faire le travail sur moi, ce qui est monté, j'ai été envahie par la colère en fait, parce que je m'étais tellement toute ma vie contrôlée dans une forme de rigidité conforme, hein, où la colère pour moi c'était un manque de contrôle de soi. J'avais énormément de jugement et à un moment donné, j'ai commencé à écouter ce qui se passait à l'intérieur de moi et j'avais énormément de colère. Et là, c'était franchement désagréable. Hein. Il y a souvent, on traverse le désert à un moment donné, hein, quand on fait un travail sur soi, parce que je me disais, mais comment je vais faire pour m'en sortir de cette colère? Comment je vais faire pour comment je me sors de là pour la gérer? Et ça peut m'arriver encore, hein, d'être prise dans une colère, vous voyez, dans des cas extrêmes, de pas savoir. En fait, c'est que dans mon cas, c'est que je ne savais pas mettre mes limites au bon moment. Parce que comme je suis douce, gentille, souriante, etc., c'est pas un espace pour mettre ses limites. Hein. Donc, quand on se met en contact avec sa colère, c'est une énergie qui est puissante. Hein. Et là, je savais pas trop quoi faire avec. Mais j'ai appris et je continue à apprendre je dirais pas la maîtriser. Ouais, attention au mot que vous allez utiliser. Hein, mais bien comprendre ce qu'elle veut me dire et assez tôt. Parce que comme j'ai appris à me couper de mes émotions, j'avais appris dans ma vie précédente à me couper de mes émotions, je la sentais pas monter. Vous m'auriez dit que j'ai peur de quelque chose. Non, j'ai pas peur. J'ai pas peur, je suis pas triste, je suis pas en colère, je suis pas en contact avec mes émotions. Cette colère qui, visiblement, vous a quand même beaucoup impacté, vous a habité pendant longtemps, cette colère-là, et vous l'expliquez, c'est pour ça que je me permets d'y revenir, parce que vous dites, je me suis coupé de mes émotions, et ça, c'est une tranche de vie douloureuse de votre histoire, de votre enfance et de votre adolescence, et notamment le rapport à votre père. Hein, que vous avez recherché, que vous avez, voilà, cette rencontre qui s'est faite sans se faire, etc. Vous l'expliquez très très bien, et c'est encore une fois quelque chose de très intime, et si vous avez envie de l'évoquer, vous pouvez le faire, mais je vous laisserai le faire. Vous pensez que cette colère, elle vient de là?
Oui, alors je pense en partie, hein. En fait, cette expérience que j'ai vécue, notamment avec mon père, du fait aussi que j'ai été élevée par une maman seule, hein, donc il y avait une pression d'être une jeune fille bien élevée, que tout va bien. En fait, vous savez, la colère, j'ai découvert qu'elle était contre moi-même, en fait. Parce que je ne m'étais pas laissée, et puis c'est normal, hein, que je veux dire, c'est pas un jugement, hein, quand je dis ça, mais en fait, c'est que la colère, elle était contre moi-même de ne pas m'être écoutée, de m'être coupée de moi-même à un moment donné, parce que c'est ce que j'ai fait, mais c'est un choix que j'ai fait inconscient, mais c'est le choix que j'ai fait pour survivre, et c'est ni bien ni mal, mais le prix à payer, c'est que après, quand les émotions, elles nous débordent et que notre corps nous parle, là, il faut ramasser les morceaux, il faut prendre soin de beaucoup de choses, quoi. Donc, oui, cette colère, elle vient de là, du fait de m'être coupée de mes émotions, d'avoir fait ce choix inconscient de devenir Par manque de votre père. Par par manque manque de de la mon présence de père, votre père. par manque de la présence de mon père, et aussi par cette obligation en fait, de choisir d'être une jeune fille parfaite. Oui, c'est ça. Vous voyez? Donc, ça m'a permis de survivre, ça m'a permis de faire beaucoup de choses, d'avoir ce masque, hein, parce qu'on peut le nommer, hein, c'est une carapace, c'est un masque, mais ça m'a coupé de mon côté aventureux, de ma spontanéité, de beaucoup de choses, mon côté artistique, d'énormément de choses. Donc, vous voyez que la colère, elle est en partie contre moi-même. Comment tout ça vole en éclats alors à ce moment-là? Comment est-ce que vous arrivez à surmonter ça, peut-être, j'aime pas maîtriser les émotions, parce qu'on me dit souvent, une émotion, ça se maîtrise pas. Ouais, c'est ça, d'être arrive, traversée. elle vous traverse, et puis ensuite, voilà, etc. C'est un long processus. J'imagine. C'est un long processus. D'abord parce que faire des prises de conscience, c'est long. Hein, c'est long d'aller dans son ombre et d'aller voir, d'aller rencontrer la petite Eva qui s'est fermée, qui est triste, tout ça. Vous avez fait quoi, alors, les méthodes que vous avez utilisées justement pour aller chercher cette petite Eva? Ça a été beaucoup travaillé sur les blessures de l'âme, hein, énormément. Okay. Donc de voir, en fait, c'était fantastique. Je les avais toutes. Donc j'ai travaillé une à la fois. Vous voyez, telle situation, éveil. Je voyais tel masque. Donc la perfectionniste, hein, beaucoup. C'est la première qui a la perfectionniste, qui était l'ancienne directrice des communications dans un centre de recherche et qui contrôle tout et qui pourquoi est-ce que je fais ça, en fait? Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pourquoi est-ce que je me J'ai infligé ça. Ouais, c'est ça. Pourquoi est-ce que j'étais dans ce moule, etc. Et c'est d'aller voir, c'est la peur d'être rejetée, la peur de pas être aimée, la peur de ci, la peur de ça. Et c'est énorme, c'est très très souffrant. Et cette peur-là, les premières fois où on entre en contact avec nos peurs et avec de rejet notamment, c'est extrêmement souffrant. On se dit non, je peux pas aller là, je vais mourir. Mais vous savez, quand je vous dis ça, c'est littéralement, il y a des parties de soi qui pensent littéralement ça, hein, que on va mourir si on rentre en contact avec notre souffrance, parce que on s'est tellement coupé de tout que c'est comme au début un tsunami, quoi. Je veux dire, c'est difficile, hein, je vous cacherai pas, mais c'est sûr que j'ai fait beaucoup d'ateliers, j'ai fait des retraites, j'ai fait beaucoup de méditation, j'ai fait beaucoup d'introspection, beaucoup de thérapie, j'ai pas lâché l'affaire, hein, et puis ça en vaut tellement la peine, c'est incroyable. Pourtant, alors, c'est pour ça que c'est intéressant de vous entendre, parce que d'abord, vous le dites avec beaucoup de sincérité, ça s'entend en tout cas. Également, je trouve que beaucoup de courage, parce qu'il faut oser avouer ses vulnérabilités, ses failles, ce parcours difficile, ces blessures comme ça, les mettre comme ça devant tout le monde, c'est pas toujours évident. Et puis, c'est intéressant de vous entendre, parce qu'on a le sentiment aussi que parfois que tout ça c'est très très long, que le travail va être dur, que c'est long, que c'est fastidieux, et qu'on se dit, est-ce que je rentre dans un processus de psychothérapie, d'accompagnement, de coaching? Oh là là. Vous voyez ce que je veux dire? On est déjà, avant même de commencer, même si on a pris conscience que c'est important, on est déjà presque un peu démotivé à l'idée de se dire que le parcours va être long. Ouais. Je peux pas dire dans mon cas que j'étais démotivée. Je pense que
il y a deux. Alors là, je vous ai parlé comment c'était difficile, etc. Mais l'autre partie, c'est que plus j'entre en contact avec les émotions, on va dire désagréables, plus j'entre aussi de mieux en mieux en contact et de plus en plus avec les émotions agréables. Donc, et de plus en plus, j'entre en contact aussi avec mes véritables besoins aussi. Donc ça, on devient beaucoup plus incarné à ce moment-là. Donc oui, il y a une partie, il y a des moments où c'est difficile, mais il y a d'autres moments où quand il m'arrive des situations désagréables ou de la vie de tous les jours, je m'en remets beaucoup plus, je comprends ce qui se passe à l'intérieur de moi et j'en ressors grandi. Vous voyez, c'est complètement différent plutôt que d'être, par exemple, quand on est pris dans un circuit de victimes où on n'arrive pas à... Mais là, au contraire, c'est en même temps, il y a des bénéfices de plus en plus, qu'on sent de plus en plus. Et à un moment donné, la balance, les bénéfices, ça commence à peser de plus en plus. Et là, on veut pas revenir en arrière. On se dit, ok, finalement, ça, je vais travailler sur moi toute ma vie. Et ces bénéfices-là, ils arrivent vite. Alors, est-ce qu'ils arrivent dans vite votre processus d'accompagnement? Alors, est-ce qu'ils arrivent vite? Parce que c'est ça qui permet de tenir. Ouais. C'est de se dire que ça va venir. Oui. En fait, c'est que la façon dont ça fonctionne, je pense, pour beaucoup de gens, en tout cas, je vais parler pour moi, c'est que c'est des hauts et des bas. Okay. Au début, on est plus souvent dans les bas que dans les hauts. Mais quand on goûte à ces moments où on est comme dans une épiphanie, ou en tout cas, on est dans une plénitude, on est dans un sentiment je dirais, de liberté, c'est on veut continuer à aller vers, puis là ça devient de plus en plus jusqu'à ce qu'on arrive à s'équilibrer soi-même, parce que la vie, elle est faite de bas et de haut, je veux dire, on n'en sort pas, la vie c'est un cycle de vie et de mort, et vouloir être dans le bonheur tous les jours, ce n'est pas possible, c'est pas réaliste, quoi. Mais c'est ma capacité, quand ça va pas bien, à prendre soin de moi, et plus je sais prendre soin de moi, plus j'arrive à me donner cette amitié, si on veut, cet amour de soi, plus je le fais, plus ça se renforce. C'est impossible après de revenir en arrière. Mais en fait, c'est ça, c'est se comprendre. Ouais. S'écouter, analyser, comprendre. Oui, exactement. Et une fois qu'on a ce triptyque-là, on peut tout endurer, on peut tout accueillir. Oui, exactement. Toutes les phases plus ou moins délicates de la vie, elles semblent en tout cas moins difficilement surmontables, quoi. Oui, exactement. Et c'est là aussi qu'on arrive à faire de plus en plus de choses qu'on pensait pas possibles. C'est là qu'on arrive qu'il y a des synchronicités aussi dans nos vies qui commencent à se mettre en place. Bien sûr. On rencontre des gens, tout à coup, ça se met à bouillonner dans la manifestation de notre plein potentiel, en fait. Mais parce qu'on vibre différemment. Exactement, donc exactement. On attire différemment. Et un des signes, pour revenir, parce que je sais pas si j'ai vraiment bien répondu à votre question, parce que je pars un peu dans toutes les directions des fois, mais un des signes avec mes clients quand je vois que ça commence à aller mieux comparativement le jour 1, c'est je ne vais pas bien, j'y arrive jamais, les discours très très négatifs. Et là, tout à coup, c'est commence à se passer des choses, la personne commence à prendre des actions, il y a des mais finalement j'ai trouvé un partenaire d'affaires, on va partir tel truc, finalement je lâche tel truc, je vais dans tel, j'ai rencontré quelqu'un, ça se passe super bien, des confrontations avec telle personne, les conflits, tout à coup il y en a moins, et c'est là qu'on voit que le travail se fait. Et là je fais observer à la personne de se rappeler jour 1 tout le discours négatif. Et c'est souvent, de toute façon, il me comprend jamais, de toute façon. Et c'est en ce moment, c'est comme ça. En ce moment, je rappelle toujours, c'est en ce moment. Et la personne de plus, ok, en ce moment, c'est difficile, en ce moment. Mais parce que l'ego nous maintient toujours dans ce toujours et jamais, qui nous rend tellement malheureux, parce qu'on finit par y croire. Donc, voilà. Votre accompagnement se fait en général sur combien de temps ? Alors, ça dépend des personnes, c'est variable, c'est sûr, mais c'est sûr qu'un accompagnement, par exemple, 12 semaines, c'est intéressant. Moins que ça, on y goûte,
Mais il n'y a pas de véritables habitudes qui sont prises, de changements qui sont intégrés, parce je vais beaucoup aller avec des situations du quotidien qui se passent avec la personne, et on va les retravailler. Et la prochaine fois, la personne revit le même genre de situation et elle va mettre en place par elle-même, trouver des solutions, des ressources pour transformer ça. Donc 12 semaines, c'est... Une fois par semaine? Idéalement. Mais ça dépend des gens, ça dépend de l'horaire des gens, mais c'est sûr que quand j'ai quelqu'un qui est motivé, qui dit ah non, moi toutes les semaines là, let's go, là on y va, là je suis heureuse là parce que je me dis j'ai quelqu'un qui est motivé, ça fait toute la différence. Hein. Quand en plein milieu du parcours on est démotivé. Ouais, c'est sûr que ça va arriver. C'est sûr que ça va arriver. Bah oui, c'est sûr, c'est normal. C'est humain. Normal. Ouais, c'est ça, c'est humain. Quelle est votre technique à ce moment-là? C'est beaucoup d'aller voir. En fait, c'est qui est démotivé. Qui est démotivé quand tu me parles, quand je dis à mon client comme ça. Et souvent, c'est une partie de soi qui est perfectionniste, hein, qui trouve que là, ça commence à être, qui s'impatiente parce qu'elle ne performe pas. Il n'y a pas suffisamment de résultats. Voilà, c'est la partie qui veut performer. Hein. Donc là, c'est ok parce que les processus, ça marche pas comme c'est pas un claquement de voilà, doigts, j'investis tant de temps, machin, Bien et sûr, puis non, c'est pas ça. Donc et très souvent, c'est ça, c'est quand on part à la rencontre de cette partie de soi qui veut des résultats. Parce que s'il n'y a pas de résultat, elle va se mettre de toute façon, ça sert à rien, tu arrives jamais à rien, regarde, c'est nul, tu gaspilles ton temps, tu gaspilles ton argent, etc., etc. Et là, la dévalorisation, elle commence. Oui. Mais c'est pas la partie du cœur qui parle comme ça, c'est pas la conscience de soi qui parle comme ça. C'est souvent une partie qui est très dure avec soi-même, qui veut des résultats ou qui c'est ça, c'est ça. En tout cas, 12 semaines. Oui, par exemple. En moyenne, Oui, mais vous avez ça. différents. Mais encore une fois, vous avez tout à l'heure, on a enregistré une émission avec quelqu'un qui nous disait, on va déjà commencer par un appel de feu. Qui est oui, c'est vrai. L'appel, vous avez ça aussi? Oui. Un appel d'échange qui permet effectivement de voir découverte. Voilà, un appel de feu. Moi, j'ai trouvé ça très original comme. Il y a des choses qui se placent dans cet appel découverte. Ça veut dire qu'avec l'expérience que vous avez, le recul que vous avez, vous sentez déjà, j'imagine. Oui. Sur quel chemin il va falloir aller, de quelle manière il va falloir procéder. Oui, exactement. Et voir même quelles sont les différentes étapes auxquelles il faut s'attendre. Oui, généralement, c'est dans les premières phrases que je peux voir tout de suite les différentes parties qui parlent, hein, parce que, et donc c'est vraiment d'entrer en dialogue avec ces parties-là, d'aller écouter toutes ces injonctions, qu'on a à l'intérieur de soi, ces loyautés, ces croyances limitantes, etc. Donc et puis il y en a, on se dit ça va être un peu plus difficile. Puis il y en a, on dit la personne, il y a déjà une motivation où il y a aussi beaucoup de références, aussi de gens qui sont référés, qui viennent vers moi. Donc déjà la motivation, parce qu'il y a déjà eu des partages qui ont été faits, donc ils savent déjà. Ils ont déjà acheté le chemin qu'on va faire. Mais vous voyez déjà des gens où vous devez vous dire il y a du coriace. Oui. Oui, là, il va y avoir de l'intensité dans l'échange. Parce que moi, je l'ai eu cette partie-là. Et j'étais extrêmement coriace, hein, donc je peux la reconnaître chez l'autre. C'est l'ego. C'est l'ego qui veut pas lâcher, pas lâcher le morceau parce que lui il se dit non, si je lâche le morceau, si je fais tomber les murs et la cuirasse et les défenses et tout, je vais mourir. Je servirai plus à rien. C'est passionnant de vous entendre parce qu'effectivement, on se rend compte que vraiment, rien que déjà pour ce premier échange téléphonique, faites la démarche, quoi. Appelons-nous, discutons, voyons de quelle manière vous pouvez intervenir dans nos vies pour essayer d'améliorer le processus. Un livre. Oui. Faut écrire. Il arrive. Oui. C'est pour la début d'année 2025? Oui, c'est au octobre 2025. Exactement, voilà. Ça va être distribué. Vous avez un titre provisoire déjà? Oui, alors c'est libérer le pouvoir. Libérer le pouvoir de vos univers intérieurs. Exactement. Ou libérer le pouvoir de votre conscience intuitive. On va voir, c'est un titre de travail. Et ça va reprendre le protocole, j'allais dire, de votre accompagnement ou non, votre je vais histoire. un petit peu plus loin. Okay. Non, je vais un petit peu plus loin cette fois-ci parce que je parle vraiment
de faire ce retour à soi, de libérer les univers qu'on a à l'intérieur de nous. Ok. Et de se reconnecter, ou en tout cas de développer notre conscience intuitive que j'oppose à la conscience analytique, qui est vraiment la conscience pragmatique, logique, scientifique, mentale. C'est là que l'ego est, c'est là que les mécanismes de défense se trouvent. Et c'est vraiment de se connecter avec différents outils à notre conscience intuitive, où là, on est dans le moment présent. Et c'est là que notre potentiel et les ressources à l'intérieur de nous, elles se trouvent. Elles se trouvent pas dans le petit carré de sable de la conscience analytique, qui est très bien, mais et qui est nécessaire. Qui est nécessaire, absolument. Bien sûr. Mais c'est pas intéressant, ou c'est pas si intéressant si c'est lui qui domine toute notre vie. Il nous limite beaucoup. Tandis que la conscience intuitive, elle est complètement ouverte dans le moment présent, sur le potentiel, sur l'infini, etc. Donc c'est vraiment à la fois théorique, mais extrêmement pratique, avec beaucoup d'exercices sur des méthodes, comment vraiment aller, parce qu'on peut pas toujours se payer une thérapie. Sure. Donc là, c'est une façon d'aller découvrir ces outils. Des exercices, équilibrer les principes masculins, féminins, cultiver la pleine conscience, manifester une réalité alignée avec sa vibration et son essence, ou sa véritable essence. Oui, exactement. Voilà tout ce que vous propose Eva. Merci infiniment. Merci à vous. Merci beaucoup. Je vous laisse le mot de la fin pour peut-être donner le déclic à ceux et celles qui nous regardent de vous rejoindre dans votre accompagnement, en tout cas d'oser faire cette démarche. Oui, je pense que c'est un choix de vie, un investissement que, en fait, moi je pense que tout le monde devrait le faire. Ça devrait être dans notre culture, de se dire à un moment donné, il faut que j'aille partir à la rencontre de moi-même, que je regarde ce qui se passe en moi, parce que c'est beaucoup plus intéressant ce qui se passe à l'intérieur de moi et tous ces univers qui se trouvent à l'intérieur de moi, plutôt que d'être soumis, si vous voulez, aux injonctions de l'extérieur. Donc non, ça fait partie d'un chemin de vie. Et les difficultés physiques que vous avez eues suite à cette espèce de ras-le-bol général qu'il y a pu y avoir, et que votre corps vous fait ressentir, c'est terminé ? Ah oui. Ah oui, ça a été fini, ça ? Ça a été fini. Sans traitement particulier, sans rien ? C'est juste une prise de conscience ? Non, j'ai fait, je sais plus, des exercices je pourrais pas vous dire si c'est l'ostéopathie ou quoi que ce soit, mais oui, non, j'ai fait des exercices, mais c'est jamais revenu. Alors que ça peut revenir, mais là, c'est jamais revenu. Ce qui prouve bien que il fallait changer. Oui, absolument. Et ça, c'est aussi, les gens peuvent arriver avec des migraines, des problèmes de dos, etc. Puis on fait des décodages. Qu'est-ce que le corps essaye de dire? Donc ça aussi, ça fait partie du processus pour apprendre à se connecter à soi. Et entrer en amitié. Avec soi. Oui, exactement. Je trouvais que c'était plus clair que de parler d'amour de soi, parce qu'on comprend pas trop la notion, mais l'amitié, ça nous parle. Enfin, moi, ça m'a beaucoup parlé, cet angle-là. Merci infiniment. Merci à vous. Merci. Comme d'habitude, vous connaissez le principe, vous commentez avec bienveillance, évidemment, vous partagez, on attend de lire tout ce que vous allez pouvoir nous suggérer au travers de cette émission et du discours que vous avez pu entendre d'Eva. Si vous allez venir un peu en France ? Oui. Surtout en février, parce que le livre va sortir. Voilà, donc il y a une petite tournée France, promotionnelle. Donc, oui, c'est sûr. Avec des choses comme ça, avec des ateliers, avec des conférences, oui, avec sûrement, des signatures. Absolument. Oui, c'est prévu. Absolument. Bon, on suivra ça et on mettra votre actualité à chaque fois sur nos réseaux. Oui, absolument. Puis j'invite les gens à s'abonner aussi à l'infolettre sur mon site pour suivre ce qui s'en vient. La newsletter. La newsletter, oui, voilà. C'est un terme très québécois, l'infolettre, c'est ça, la newsletter, c'est ça. L'infolettre, exact. Merci beaucoup, Eva. Merci à vous. Merci infiniment. On se retrouve très vite ici depuis Montréal pour de nouvelles émissions, de nouvelles rencontres. À très bientôt, Serge.